Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez dirigé une galerie d'art avant de devenir actrice. Ces deux univers ne sont pas tellement éloignés, puisque ce sont des Goya qui vous ont permis de tisser votre toile. Bonjour Carmen Maura. Bonjour. Alors, on vous retrouve à Paris, ce qui est rarissime au théâtre, actuellement au Théâtre Hébertot, avec une pièce L'Hirondelle, que vous jouez avec Grégory Baquet. On va en parler longuement tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Alors, j'en ai trouvé certaines. La première ne vous concerne pas, je vous rassure. C'est le 5 décembre 1903. C'est le jour où, pour la première fois, votre grand-oncle Antonio Maura devient président du Conseil en Espagne. Ah, ça, c'était pas important pour moi. La première fois qu'on m'a commencé à me parler de lui, ça a été quand j'ai devenu comédienne. Oui. Parce qu'à la maison, on parlait pas beaucoup de ça. Ma famille n'était pas du tout politique. Mon père était médecin. Ma mère l'aidait avec les malades et tout ça. Et c'était une famille très, très éloignée des politiques et de tout ça. Même, je ne suis pas une fille qu'on ait amené beaucoup au théâtre ou au cinéma. Non, je ne sais pas d'où me vient cette histoire des comédiennes. C'est fou, hein. On va en parler justement. Mais ce grand-oncle, quand même, il faut le signaler, il a été 5 fois président du Conseil sous le règne d'Alphonse XIII, un grand roi qui venait souvent à Paris. D'ailleurs, il venait au Music Hall, Alphonse XIII. Il se promenait. Il était très ami de Mistinguett. Et c'est grâce à lui que Maurice Chevalier a pu être libéré du camp d'Altengrabo en 1916 quand il était prisonnier des Allemands. Et c'est Alphonse XIII qui est intervenu. Ah, mira. Voilà. Alors, il y a aussi dans votre famille, il y a les entreprises Maura, je crois, et votre sœur Carlotta qui a dirigé ces entreprises. C'est ce qu'on a raconté. Ça, j'ai c'est vu pas. J'ai une sœur qui s'appelle Carlotta. Oui. Ni des entreprises dans ma famille. Alors comment ça se fait? C'est des homonymes parce que ça circule sur Internet. Oui. Moi, je n'ai pas de réseaux ni rien. Je ne regarde rien. Vous avez bien raison. D'abord, vous avez d'autres choses à faire. Et ce qui est étonnant, c'est que au départ, vous êtes en Espagne, vous faites des études tout à fait normales chez les nonnes. Si. C'était très normal à cette époque-là. Là, maintenant, les féministes ne savent pas comme c'était le monde à cette époque-là. Mais les nonnes, aller aux nonnes, c'était normal pour une fille dans une famille comme la mienne. Et j'adorais l'école en plus. J'adorais l'uniforme. Ah bon? Je me souviens. Oui, parce que comme ça, on ne devait pas penser à quoi est-ce que je vais mettre le dimanche, tout ça. J'adorais l'uniforme. Parfois, je le mettais même les jours de fête. Ah bon? Et ma mère faisait des blagues avec moi. Si, parce que je n'étais pas très sûre de moi physiquement. J'étais plutôt grosse. À la maison, mes frères et ma sœur, ils étaient maigres. Et moi, j'étais la petite grosse. Me llamaban la gordita. Donc, j'étais un peu complexée avec ça. Mais ça s'est arrangé depuis. Oui. Et surtout, je crois que vous avez appris le français à l'école, Carmen Maura. Oui, à la crèche. Quand on est allé à la crèche, on était très, très, très petites. Ma sœur et moi, on nous parlait en français. Et après, on allait l'été, quand on allait à la campagne. Plusieurs fois, il a venu une fille pour nous apprendre le français, pour nous soigner. Il venait d'ici, les au-pairs. Oui, des filles au père. Si. Et pourquoi j'adorais toujours parler français. Et pourquoi le français? Parce que c'est assez rare. Parce que, rare. à cette époque-là, en Espagne, l'anglais, c'était pas une chose bien élevé. Il y a tout ce que c'était bien élevé. Et pour les filles et tout ça, ça venait de Paris. Ben voilà, c'était le Paris Ville Lumière. D'ailleurs, ça s'appelait la Ville Lumière, Paris. Je ne sais pas si vous le savez, Carmen Maura, parce que ça date de Louis XIV. Les Anglais sont arrivés, et ils ont vu les rues éclairées par des flambeaux. Ça a éloigné les cambrioleurs et ils ont dit Paris Ville Lumière à cause de ça. Ah, je ne savais pas que c'était pour ça. C'est né comme ça. Et alors, vous avez appris le français. Je crois même que vous avez été traductrice. Si. Parce qu'à l'école des nonnes, après, on a fait des études. C'était une école qui était en contact avec l'Institut catholique de Paris. Et après, on faisait une plus, et c'était interprète simultané des cabines. Oui. C'était très difficile, parce que avec les cabines et les chiffres et tout ça, c'était compliqué. En tout cas, à 20 ans, je me suis mariée. Voilà. Alors que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des études. Non, mais en même temps, vous avez fait, je crois, des études de littérature et de philosophie. Oui, c'était dans cette école. Parce que vous aviez au départ un but, une envie de travailler dans cet univers.
Non, pendant tous les baccalauréats, mes meilleures notes, c'était en écriture, littérature, tout ça. Et en mathématiques, j'avais toujours 0, et c'est pour ça que parfois, je devais répéter les cours à Voilà. cause des mathématiques. Oh, c'est pas Mais pour grave. le reste, et surtout que quand j'étais petite, déjà, quand j'avais 7 ans, j'ai monté des pièces avec mes amis. Oui. Et je m'amusais beaucoup à jouer. Mais jamais c'est passé par ma tête l'idée d'être professionnel de ça. Mais je crois que même un jour où vous avez voulu un petit peu faire du théâtre, il y avait une place dans les coulisses d'habilleuse ou de couturière et que vous l'avez prise alors que Non, ça c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, j'ai vu ça aussi sur Internet, ça circule complètement. Parce que c'était des pièces espagnoles que vous montiez à l'époque. Non, j'ai monté des pièces que j'écrivais avec mes amis Oui. à l'école. C'était moi qui m'écrivais la pièce, qui la dirigeais, qui leur disait. Je me souviens une année que j'ai demandé à tous mes amis à demander au roi mage des toutous de ballet, parce que c'était une pièce qui marchait dans une école de ballet. Non, non, c'était moi. Et après, plus tard, j'ai eu un groupe d'amateurs. Oui. Mais quand le groupe d'amateurs s'est fini, j'avais envie de continuer à jouer. Et Et voilà. c'est pour ça que je rentrais dans un groupe de semi-professionnels. J'ai vu dans le journal, on cherche des semi-professionnels. Je rentrais. Et c'est là où j'ai eu contact avec des gens qui gagnaient de l'argent pour ça, Oui. que c'était une profession. Alors, 15 jours après d'avoir rentré dans ces groupes semi-professionnels, j'ai fait une pièce petite, comique. Et ça a eu beaucoup de succès. Et surtout, un critique très important à Madrid à ce moment-là me prend, demande pour moi, me prend, et il me fait un discours de d'où venez-vous, vous êtes une grande comédienne, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, non, moi je suis mariée, j'ai un enfant et j'ai un autre là. O sea, j'étais... Pero il m'a donné un discours tellement agressif, tellement important, que dans le taxi de cet endroit, que c'est à ma maison, j'ai décidé d'essayer. Je dis, mais pourquoi pas? Parce que ces gens-là, ils vivaient ça, c'est une profession. Mais oui. Et en plus, je suis sentie toujours que j'étais douée pour ça. Oui. Parce que je n'ai pas été à l'école de comédienne ni rien. Non. Mais je sais que dès que j'étais petite, je jouais bien. Alors vous êtes rentré à la maison et le problème c'est que à la maison votre mari n'était pas d'accord. Ça a été le drame. Il n'était pas d'accord du tout. C'était lui qui était le directeur de le groupe amateur. Oui. Mais après, quand on parle des professionnels, il dit, ah là, ça, il n'a pas aimé du tout. J'ai eu une nuit horrible où je me souviens d'avoir pleuré. Il m'a dit des choses terribles. Et tu n'arriveras à rien. Tu es vieille pour commencer maintenant. J'avais 25 ans. Oui, effectivement. Tu es vieille pour commencer. On ne connaît personne dans ce monde-là. Et là, moi, toujours j'avais fait ce que les autres voulaient. Là, c'était la première chose que tout d'un coup, je voulais une chose, on me disait non. Alors là, plus il me disait, plus je devenais têtue. Et je dis, non, 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 je vais essayer. On connaît personne, plus on connaît personne, métal. Parce que j'avais vu que j'avais une facilité spéciale. Oui, mais en même temps, à l'époque, la femme, c'était à la maison et rien d'autre. Oui, bueno, mon frère a commencé à dire à mes parents, tous les comédiennes sont putes. On n'avait pas une bonne image des comédiennes à cette époque-là. Mais vous avez aussi une passion de l'art à l'époque, vous avez une galerie. Si, parce que quand je me suis mariée, mon mari, il était en principe très moderne, Oui. et En il m'a principe, dit, oui. bon, il faut que tu travailles, tu veux travailler? Oui, je vais travailler. Qu'est-ce que tu préfères? Un restaurant, une maison de mode, ou tal? Et j'ai choisi une galerie d'art. Je n'avais pas très idée de comment ça marchait. Et ce que j'ai fait pour monter une galerie d'art, c'est que je me suis construit un personnage. J'ai visité toutes les galeries d'art de Madrid en train de dire que j'avais un cousin qui vécut à la Suisse, qui voulait me faire une expo. Et là, j'ai compris comme les galeries d'art font marcher. Et comme ça, j'ai ouvert ma galerie d'art, j'ai mis direction et j'ai eu mon bureau. J'adorais avoir mon bureau. Et dans le bureau, avec le petit truc, avec le petit enfant qui venait de naître. Et ça a marché bien jusqu'au moment où j'ai commencé à faire les deux. Voilà. Parce que la première chose que j'ai fait des comédiennes sérieusement, ça a été dans une pièce où on m'a pas donné un mot. Je ne parlais pas. C'est ça qui est étonnant. C'était horrible. Vous avez joué un rôle muet. Oui, on ne disait pas. Parce que claro, avec les groupes d'amateurs, je faisais des protagonistes et tout ça. Et tout d'un coup, quand je décide d'aller au professionnel,
Et il y avait la mère d'un peintre qui était à la galerie qui m'a dit, je vais te mettre dans ce théâtre. Et quand j'ai vu qu'on me donne un rôle où on disait, il passait les nuits au cabaret, et je faisais Vous faisiez des des gestes, oui, rires. c'est pas très radiophonique. Mais la protagoniste est tombée malade. Donc vous avez pu reprendre le rôle. Alors j'ai pris le rôle de la protagoniste et à partir de ça, ça a changé. J'ai commencé à faire une tournée avec des protagonistes et tout ça. Et surtout, pour moi, ça a été très important parce que c'était la première fois que je jouais avec des gens qui payaient. Oui. Et un théâtre qui avait la partie haut. Parce que normalement, avec les amateurs, tu joues dans des salles. Oui. Et là, ça m'a donné confiance. Et surtout, on m'a beaucoup applaudi. C'est important. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a joué un rôle muet aussi au théâtre, c'est Paul Meurice, qui a été à Hébertot comme vous, d'ailleurs, sa dernière pièce. Il jouait avec Édith Piaf une pièce qui s'appelait Le Bel Indifférent, et Édith Piaf lui parlait, c'était en 1940, et lui était derrière son journal, ne disait pas un mot, pendant 1 heure et demie. Et il la Mais regardait. au moins, il était 1 heure et demie. Oui. Moi, j'étais des secondes sur scène. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées ensuite. On en parle avec une autre date importante pour vous, le 31 octobre 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Carmen Mora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carmen Mora. Nous parlerons tout à l'heure de l'Hirondelle, un spectacle avec Grégory Baquet au Théâtre Hébertot, votre retour au théâtre. Mais il y a une date importante, c'est le 31 octobre 1980. C'est la sortie du film Pépi, Lucci, Bom et autres filles du quartier. Votre premier film avec Pedro Almodovar. Bueno, avant ça, j'avais fait un court-métrage. Oui, Mais je connais Almodovar au théâtre, parce que c'était la première fois que je jouais une pièce sérieuse, que c'était Les Mains sales. Et lui, il faisait un terroriste qui rentrait et disait une phrase. Très mal dite, en plus, il faut le dire. Mais il était... Au théâtre, moi, je me sentais un peu comme dehors, parce que je ne connaissais pas les gens. Et je venais d'une famille, tout le monde pensait que je faisais ça comme un jeu. Et j'ai connu Almodovar et j'ai vu que c'était le plus sympathique, le plus intéressant et le plus intelligent de toute la compagnie. Et on est devenus très amis. à l'époque, il n'avait rien, pas un sou, il venait d'un village en Il n'y plus. avait rien. Il travaillait à la Telefonica Oui. comme employé. Et c'est là où j'ai vu qu'il était vraiment génial. Et surtout, j'avais une vie très compliquée personnellement. Elle me faisait beaucoup rire. Et pour moi, rire, c'est fondamental. Alors, il se trouve qu'il travaillait à la Telefonica et que c'est grâce à ce travail qu'il a pu acheter une caméra qui lui a permis de tourner ses premiers films 16 Des mm. 16 mm, oui. Et aussi, on essayait d'aider tous parce qu'on n'avait pas de l'argent pour les métrages. C'était... Moi, j'étais un peu la seule du groupe, à l'époque de Pépi, qui gagnait de l'argent parce que je faisais du théâtre un peu terrible, et du café-théâtre, du cabaret. Mais c'était la seule qui avait un peu d'argent. Et donc, parfois, il fallait aider. Alors, le film Pépi, Lucci, Bom et autres filles du quartier, vous cultivez quand même de la marijuana sur un balcon. C'est pas Ouais. courant à l'époque, ça a fait scandale. Non. C'était... Bon, ça, c'est un film, c'est curieux parce que à ce moment-là, en Espagne, il y a moins de liberté qu'il y avait aux années 80. Et celui-là, par exemple, c'est un film qui n'aurait pas passé. Oui, Imagine comment ils ont réagi les féministes et tout ça. Oui, ça aurait été terrible. Ça a été horrible. Entonces, et ce film, on l'a tourné pendant 1 an et demi, une chose comme ça, parce qu'on le faisait les week-ends. oui, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Et surtout, premièrement, c'était un court-métrage de 20 minutes. Oui. Et après, on a commencé à chercher l'argent pour faire le reste. Et on arrivait à faire 1 heure et demie. Oui, avec des amis qui vous prêtaient de l'argent pour le film. Moi, parfois. Et surtout, on a trouvé un Catalan qui nous a prêté un peu d'argent. Alors en plus, il a compris votre nature comique que vous avez déjà exercée, je crois, à la télévision, dans une émission de télévision pendant quelques années à vos débuts, Carmen Mora. Non, mais c'était pas exactement à mon début. Je connaissais déjà Pedro, Oui. j'avais déjà fait mon premier film, que c'était comme Pepi Lucy Bom, Tout à fait. avec Colombo. Et donc, les gens de la télé, ils cherchaient une comédienne, pas connue, mais naturelle. Et j'ai été choisie. Voilà. Parce que je devais travailler comme présentatrice, mais comme actrice, parce que j'avais des scénarios. Et on me donnait, je n'étais pas du tout des journalistes, mais j'avais une équipe de journalistes spécialisés dans tout le truc. Et j'avais une liste de questions que je faisais.
comme personne, pas comme journaliste. Donc, on a eu un succès énorme. Mais en plus, c'est l'ancêtre des émissions qu'on voit aujourd'hui à la télévision. En France, il y en a beaucoup. Ça n'existait pas à l'époque. C'était tout à Non, fait nouveau. c'était totalement nouveau. C'était la première émission de la démocratie. Voilà. Et moi, j'étais une présentatrice hors de commun. Je ne parlais pas comme les présentatrices. Le premier jour que j'étais à la télé, je racontais que j'étais une comédienne méconnue, que j'ai croisé un chercheur de talent à la télé. Il m'a dit, Nena, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis rien. Et il m'a répondu, vous êtes parfaite pour travailler à la télé. C'est ça que j'ai dit les premiers jours. Et tout le monde a cru. Parce que, claro, j'étais capable de le dire sincèrement. Alors, vous avez fait aussi, avant de rencontrer Almodovar, Carmen Maura, une quinzaine de films. Bon, il y en a beaucoup qui sont oubliés. Je crois qu'il y a un film du fils de Luis Buñuel qui a été connu. Ah oui, mais j'avais un rôle avec cette comédienne. Je me souviens. Il y avait Vraiment, Ornella Muti. Il y avait Ornella Muti et Michel Piccoli. Si. Et Et ce sont des tout petits rôles où je n'avais pas encore découvert le cinéma. Moi, le cinéma, c'est que c'est la caméra. Je l'ai compris quand j'ai fait mon premier court-métrage à Madrid, avec un espagnol. Et là, j'ai vu que c'était magnifique. Et vous n'imaginiez pas, parce que le cinéma n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui en Espagne. Non, et surtout, je n'imaginais pas que j'allais être une comédienne de cinéma. Non. Moi, je pensais que j'étais une comédienne de théâtre, non, parce que les comédiennes de cinéma, ils étaient plus grandes, plus belles. Je sais pas, je ne me trouvais pas belle. Ben oui, Après, quand je vis mes photos, je dis, tu es bête, tu étais mignonne. Là, maintenant, quand je vois des photos anciennes, je dis, ouais, tu étais très bien. Et après, si la caméra t'aime, tu peux faire n'importe quoi au cinéma. Exactement. Et alors, il y a eu quand même avec Almodovar une période, un film par an pratiquement pendant des années. Vous étiez inséparables tous les deux. Si, on a été, les 7 films qu'on a fait, Oui. j'ai fait beaucoup de voyages. À cette époque-là, c'était la personne avec laquelle j'avais fait plus de voyages en avion. On a fait des parcours pour tous les pays, avec La Loi du désir, ou avec Qu'est-ce que je fais pour mériter ça. C'est vrai que le dernier pays à reconnaître Almodovar, ça a été la France. Voilà. Et c'est curieux, ça. C'est comme ça. Parce qu'on a essayé d'aller au Festival de Cannes avec tous ces premiers films. Oui. Et il y a des films comme Qu'est-ce que je fais pour être ça ou La Loi du désir, qu'elle aurait pu aller dans une petite section de Cannes. Pues non. Personne. Personne. C'est arrivé beaucoup plus tard. Et La Loi du désir, il y a justement une chanson que tout le monde connaît, mais avec une interprétation particulière. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, que s'en fout déjà, oublier les temps. Mesa de Matarazzo, malentendu. Ne me quitte pas de Brel. C'est un moment très émouvant et totalement inattendu. Oui. C'est un moment du film très beau. Además, c'est un moment très spécial parce que je devais dire ces monologues de la femme qui parle au téléphone et tout ça. Et quand on arrive au tournage, Pedro n'aime pas le décor. On avait une journée, et c'était dans un théâtre. Oui. On n'avait pas de l'argent pour dire, bon, on revient demain. Alors, il arrive et il dit, je n'aime pas ce décor. Et je le vois triste, j'étais préoccupée, j'étais au maquillage, ay, Pedro, il est triste. Et tout d'un coup, il vient très content avec une hache. Et il me dit, tu sais, Carmen, je n'aime pas le décor, alors tu vas le détruire pendant que tu parles. Entonces, la scène, c'est que je commence à parler. Oui. Et il était content. Et c'était comme ça, travailler avec Pedro. C'était très amusant parce qu'il pouvait changer d'idée dans un moment. Voilà. Et ne me quitte pas pour votre information. On l'a attribué à l'histoire d'amour entre Jacques Brel et Suzanne Gabriello. Et sa femme a toujours démenti. Elle a dit non, tout ça, c'est une légende. Il a inventé. En fait, c'est parce qu'il quittait la maison toute l'année et que sa famille lui manquait. Quelle est la vérité? On sait pas. Ça, on sait pas. Et il y a un autre film aussi qui a marqué votre carrière et qui vous a valu aussi beaucoup de récompenses. C'est Femmes au bord de la crise de nerfs. Ça aussi, c'est un classique, Carmen Ça, Maura. c'est un peu le film qui a eu plus succès dans le monde entier. Et ça a été la fois où Pedro il a arrivé à rentrer en France. Oui. Mais par exemple, avec la presse, il y avait une attachée de presse qui devait amener les journalistes comme ça parce qu'ils ne voulaient pas parler avec nous. Et ça, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on n'était pas connus. On n'était pas... Et après, un jour, dans un tournage, un jeune technicien, il me dit...
Mais Carmen, Pedro, il est connu en Espagne? Oui, ça fait plaisir. Alors, en tout cas, ce film a eu le prix du meilleur scénario à Venise, une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est quand même pas mal. Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup de prix avec ces films. Mais c'est vrai. Et ces films, finalement, il y avait une originalité, une complicité qui fonctionnait parfaitement. Oui, mais ce film, c'est le film où j'ai beaucoup souffert avec Pedro. C'est pas un film que... Après, je l'ai aimé parce qu'il avait marché très bien et tout ça. Mais les premières années, je ne voulais pas même le voir parce que notre relation a devenu très Conflictuel. désagréable. Ouais. Mais pourquoi, justement? On n'a jamais compris. Non, moi non plus. Et Ouais. je crois que lui non plus, lui a ses explications. Je sais pas, il est devenu très agressif avec moi et je sais pas. Mais ce que je me souviens surtout, c'est la très très bonne relation qu'on a eue quand on a tourné La Loi du désir. Il m'adorait. Il m'adorait, il me respectait. Mais ces trucs-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été 20 ans sans se parler. Mais je sais. Et il y a eu, pour La Loi du désir, il y a eu quand même le premier Teddy du meilleur film. C'était un prix nouveau à l'époque. C'était un jury composé d'organisateurs de films gays et lesbiens qui célébraient l'homosexualité. Et le trophée, c'était un ours en peluche et 3 000 € pour ce film. Ah oui? Oui, vous avez eu ce prix-là. C'est lui. lui le metteur en scène. Ouais. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'autres prix et d'autres choses. Et on en parle avec une autre date, le 24 février 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Carmen Mora. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carmen Mora, au Théâtre Hébertot, l'Hirondelle avec Grégory Baquet, on va en parler tout à l'heure. Mais vous parliez de la reconnaissance de la France, et cette reconnaissance de la France, elle est arrivée, si mes renseignements sont exacts, le 24 février 2012. Vous recevez un César du second rôle ce soir-là au Châtelet. Ah oui, ça a été très surprenant parce que je tournais un film et c'était très amusant. On tournait au Nord, je crois que c'était... voilà. Et tout d'un coup, on me dit, tu es nommé pour les Césars. Je dis, pourquoi? Parce que je pensais que c'était pour un autre film Oui. où j'avais plus de rôle, Let My People Go, un film que j'avais fait. C'était une mère juive. Et tout d'un coup, non, c'est pour Femme à bord de la caisse de nerfs. Je dis, c'est pas possible avec ce petit rôle que j'ai et tout ça. Et je crois qu'on me l'a donné parce que toute l'équipe m'a voté. Voilà. Alors, comme j'étais en train de tourner un film, toute l'équipe, waouh, Carmen, parce qu'on a dû me laisser partir, parce qu'on était en dehors de Paris, et tout le monde, ah, Carmen. Et parfois, les prix, ça dépend aussi de la quantité d'amis que tu as, ou je ne sais pas quoi, Oui. parce que j'étais avec d'autres comédiennes, je ne pensais pas qu'on allait me le donner. Et j'ai toujours pensé que c'était l'équipe du film en plein qui m'a voté. Oui, enfin, il y a quand même 4000 votants, ça fait une grosse équipe, mais je pense que vous aviez passé un cap et que le public vous reconnaissait. Parce qu'il y a aussi un film qui a très bien marché, c'est Les Femmes du 6e étage. Et Oui. ça, c'est un film étonnant que tout le monde a vu, avec Fabrice Lucchini, où vous avez un rôle important. Oui. Et de toute façon, le film qui a eu plus de succès de tout ce que je fais en France, c'est Le Bonheur dans le Pré. Bien sûr. D'ailleurs, quand Et on ça vous parle... a été génial. Mais comment ça se fait? Je sais pas. Mais Le Bonheur dans les prés, ça a été... Il y avait des queues. J'adore les queues au cinéma. C'est ça. Je disais tout le temps quand j'ai commencé, je vais avoir des queues pour prendre des entrées. Parce que j'aime beaucoup... Enfin, même si ça va pas pour moi, parce que mon salaire, c'est fini, moi, j'aime beaucoup être business. Oui. Ça, j'ai toujours aimé. Mais dans ce film, Le Bonheur est dans le pré, il y avait Michel Serrault, qui est totalement fou. La verdad es que Michel Serrault n'était pas un très bon copain. Il ne m'aimait pas, ni à moi, ni à les deux comédiennes qui faisaient mes fils. Et on ne pouvait pas le toucher, et moi j'étais sa femme dans le film. Et heureusement que Sabine Axeman et Eddie Mitchell, ils sont deux amours de personnes, et ils m'ont traité très bien. Mais Michel Serrault n'aimait pas ni moi, ni l'Espagne. Quand on a tourné en Saint-Sébastien, il faisait le voyage pour ne passer la nuit en Espagne. Et à Saint-Sébastien, on a un hôtel merveilleux, on mange formidable. Mais il n'aimait pas ni l'Espagne, ni moi. Vous saviez qu'il ne devait pas tourner ce film au départ. C'était Jean Carmet qui devait le tourner. Ah oui? Jean Carmet est mort et Michel Serrault a pris sa place en dernière minute. Anda, je ne savais pas ça. Voilà.
Ah, peut-être l'autre aurait été plus Oh, sympathique Carmet, avec moi. Carmet, c'était la crème des hommes, toujours prêt à être gentil, à faire. Il arrivait dans votre bureau pour 10 minutes, il restait 3 jours. Il voyageait dans des trains, c'était un fou total, génial. Et Eddie Mitchell, je ne sais pas si vous le savez, il devait conduire une voiture dans ce film. Et il n'avait pas le permis. Et on a dû construire une fausse voiture avec Oui, un cascadeur. je l'ai vu. Il y avait un cascadeur qui conduisait complètement caché dessous. Oui, mais ça marche très bien. Mais ça marche très Ah bien. oui, parce qu'au cinéma, on peut faire n'importe quoi. Et surtout que Eddie Mitchell, il a été... Premièrement, il a soigné à zéro. Oui. Ça, il a soigné, il a retenu un peu parce que parfois c'était... Et Sabine Asseman aussi un amour. Donc, pour moi, en plus, c'était un film avec de l'argent. On tournait plusieurs mois. Alors, les filles et moi, on nous a envoyés à la campagne pour nous faire l'idée. Et donc, on a passé 2 ou 3 semaines en train d'aller se baigner au lac, pour voir l'histoire du foie gras, pour se promener. Et quand l'équipe est arrivée, nous, on avait les couleurs comme ça et on sentait que c'était notre maison. Voilà. Je n'ai jamais eu l'opportunité de faire ça avec un film. Alors, j'en reviens parce que ce film où vous étiez une bonne espagnole, Les femmes du 6e étage, il y avait Fabrice Lucchini, qui lui aussi ne devait pas jouer le rôle au départ. C'était un adolescent. Alors, Et on a dit ça marche pas, on a pris Lucchini. Et vous avez découvert un personnage extraordinaire en Lucchini. non, j'adore comme il parle. L'écouter parler, pour moi, c'est un cadeau. Il faut que j'aille le voir une autre fois sur scène. Parce que c'est merveilleux comme il parle. Il est un peu chiant parfois aussi parce que il adorait attaquer un peu l'Espagne. Oui, oui. Alors je réagissais. Donc c'était très amusant. En plus, c'était la seule avec laquelle il pouvait vraiment parler parce que les autres ne parlent pas très bien français. Oui. Et bueno, la protagoniste, elle a étudié, mais bon, pas pour parler avec Lucchini parce que il parle. Mais il est. Et surtout, il adorait tin, 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 mais dire des choses des Espagnols. Alors là, maintenant, quand on parle de l'Espagne, je réagis comme une folle. Mais ça s'est passé très bien avec lui. Mais Très il a bien. toujours été comme ça. Moi, je me souviens de ses débuts quand personne ne croyait en lui. Il avait déjà le personnage d'aujourd'hui. Il avait tourné avec Éric Rohmer. Il passait ses soirées dans un cabaret à la Nouvelle Ève. Il faisait déjà le numéro qu'il fait aujourd'hui. C'est inné chez lui. C'est extraordinaire. Incroyable. Alors, vous êtes une bonne espagnole dans ce film. Et je crois qu'à Paris, vous avez acheté des chambres de bonne pour en faire un appartement. Moi, mon appartement au Marais, c'est 5 chambres de bonne que j'ai réunies. Et quand on est arrivé pour faire ce film, je dis, ah, c'est comme parce que ce film, en plus, on l'a tout tourné dans un même édifice. Oui. On avait dans le même édifice les chambres de bonne, la maison de Lucchini. On avait tout. Pour manger, pour s'habiller, c'était très confortable. Mais vous savez que dans le quartier du Marais, aujourd'hui, du côté de la place des Vosges, c'est fini aujourd'hui, mais il y avait des appartements de la Reine à rénover et la ville de Paris les louait pour une somme minime à condition qu'on rénove l'appartement. Et beaucoup de gens ont rénové la place des Vosges grâce à cette façon. Ah oui, Oui. ça c'est génial. Francis non? Blanche, grand comédien, grand humoriste que vous connaissez peut-être, il avait pris des chambres de bonne et il en a fait un superbe appartement. Ah, ça c'est génial. C'était bien. Hein, À mon époque, c'était pas comme ça. bah non. Je dis. Hélas. Alors, il y a d'autres metteurs en scène avec qui vous avez tourné, Carmen Maura, notamment il y a Carlos Saura. Ça a été important pour vous. J'ai fait un des films les plus importants de ma carrière et j'ai passé des moments formidables avec lui. J'étais étonnée parce que c'est pas un metteur en scène que je pensais qu'il allait m'appeler. Oui. Même dans le premier dîner qu'on a eu, vous savez, les metteurs en scène parfois, ils sont un peu terribles. Il me dit, avec le producteur, Saura, il me dit, je n'aurais jamais t'appelé pour un film. Mais pour ce film, je crois que tu es bien parce que tu te communiques très bien avec le public. Je dis, ah, génial. Ce film, c'est Ay Carmela. Avec Carmela, on a eu beaucoup de succès, beaucoup de prix. C'est avec ça que j'ai eu. Bon, ça a été merveilleux, surtout beaucoup de monde qui l'ont vu. Et ça m'amusait beaucoup parce qu'en plus, je devais un peu chanter, un peu danser, tout ça. Non, et ça a été génial parce que Saoula, le premier jour que ça a commencé le tournage, on était les 3 comédiens on n'était plus du comique, du tal, et on n'attendait pas de travailler avec quelqu'un comme Saoula. Et il nous a dit, moi, je vais vous mettre tout ce que vous avez besoin pour le film, mais vous savez beaucoup plus de personnages que moi, parce que vous avez fait tous des tournées et des tal. Et donc, il a été très sympathique avec nous. Et il était formidable. Alors, il se trouve que ce film vous a rapporté, je crois, votre 2e Goya. En France, on ne le sait pas, les Goya, c'est l'équivalent des Césars. Oui. C'est Et surtout, j'ai
j'ai les prix Europe, qu'ici on ne connaît pas très bien. Et j'en ai eu déjà 2 aussi. Et Goya, c'était un artiste fabuleux, mais je ne sais pas si vous le savez, il a été frappé de surdité et il a fallu 200 ans et le secours de la médecine moderne pour découvrir que sa maladie, c'était une maladie orpheline. Et on a, sur l'ADN, on a pu savoir pourquoi il était devenu sourd. Ah si? Oui, on n'a jamais su pourquoi. En fait, il a eu cette maladie qu'on n'a pas repérée. Et avec l'ADN, 200 ans plus tard, on a pu trouver la solution. C'est incroyable, l'histoire de l'ADN. C'est incroyable. Alors, j'en reviens à Carlos Saura parce qu'il y a un film très célèbre avec une chanson que tout le monde connaît. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando. Porque te vas de Cria Cuervos, c'est un film culte aussi pour l'Espagne. Non? Oui. Et Carlos Saura, il a été très respecté et très aimé pour la France. Voilà. Beaucoup plus vite que vous d'ailleurs et que Pedro Almodovar. Moi, ça m'a coûté des années. Oui, mais maintenant, ça y est, maintenant. Oui, je sens que ça y est. Et en plus, j'ai une situation très confortable parce qu'on ne me reconnaît pas par la rue. Ah bon? Ah non, mais c'est génial. Parce que moi, de toute façon, je n'ai pas l'air d'être comédienne. Quand je me promène, quand je rentre dans un magasin, ça, normalement, oui, en Espagne, oui, mais sinon, même, est-ce que je n'ai pas l'air d'être comédienne? Et j'adore ça. Voilà, mais c'est comme ça, on est tranquille. Vous savez, quand j'arrivais avant dans un festival, il y a quelqu'un qui vient te chercher. On ne me reconnaissait pas. Je devais passer plusieurs fois. Après, je mettais, pour être reconnue, des lunettes comme ça, dorées. Et je faisais un peu comme ça. Et tout d'un coup, on me reconnaissait. Parce que sinon, on ne me reconnaissait pas à l'aéroport. Mais c'est vrai, c'est bien comme ça. J'aime beaucoup ça. Voilà. Alors, il y a aussi une chose, Carmen Maura, c'est que vous avez tourné avec des grands metteurs en scène, mais aussi vous avez joué avec des jeunes cinéastes. Vous avez accepté. Il y a eu Alex de la Iglesia avec Mes chers voisins et beaucoup d'autres. Oui, j'ai fait beaucoup de premiers films. Beaucoup. Presque un pourcentage énorme. Parce que je respecte beaucoup les jeunes metteurs en scène. Ils font des efforts énormes pour trouver l'argent, pour convaincre les producteurs. Après, il faut les faire respecter par l'équipe, parce que parfois, les chefs opérateurs, par exemple, deviennent une star et disent « ça, on ne peut pas le faire ». Moi, avec les jeunes metteurs en scène, je dis « ça, tu peux le faire. Allez, insiste que tu peux faire ça ». Et j'aime beaucoup ça. J'ai fait beaucoup. Et surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène qui m'envoient des scénarios. Je lis tout ce qu'on m'envoie. Et en plus, j'ai passé 20 ans de ma carrière sans agent. Je n'aimais pas les agents. Parce que si j'aurais eu les 3 premières années de ma carrière, les agents, j'en ai eu 3, et ils ne voulaient pas que je travaille avec Almodovar, ni que je fasse des courts-métrages, ni... Et donc j'ai décidé que je menais seule ma carrière. Et vous avez eu raison. Vous avez même travaillé avec Coppola, je crois. Oui, si. Et ça a été le hasard, parce que c'est un rôle qui devait faire Bardem, et tout d'un coup, il ne pouvait pas. Et il a dit qu'entonces que le faisait femme et que je le faisais moi. Voilà. Et tout d'un coup, on m'appelle à Madrid. Il va t'appeler ce soir, Coppola, parce qu'il veut que dans une semaine, tu sois là-bas. Parce qu'ils avaient déjà commencé à tourner. Et il m'a appelé par téléphone. Et heureusement, il a tout le temps parlé lui, parce que moi, mon anglais, comme ça, tout d'un coup, pouf, c'est pas comme le français. Et je suis allée là-bas et j'étais avec lui. Il a été sympa, mais c'était un tournage très dur pour les Argentins. Quand je suis arrivée, ils n'avaient même pas le droit d'avoir une loge. Et c'était terrible. Et en même temps, ce film est passé à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Et c'était Tétro, je crois. Et vous avez été à Cannes plusieurs fois pour ce film et pour d'autres, notamment avec Non, pour ce film, je n'étais pas là parce que ce film, je ne l'ai pas vu complet. Voilà. En plus. Mais il a été à Cannes, comme d'ailleurs Volver, qui vous a permis d'aller à Cannes aussi. À Volver, si je me souviens d'être à Cannes et d'avoir fait des interviews dans le jardin, qui te mettait une table avec des Japonais, et ça m'amuse beaucoup parce que les gens ils parlent en français ou en anglais que je peux comprendre parfaitement parce que l'anglais des journalistes étrangers et ça si je me souviens très bien. Parce que j'ai parlé toutes les langues dans ces Cannes-là. En même temps, Cannes, c'est mythique. Vous y retrouvez alors que vous êtes parti de rien au départ. C'est génial, non? Oui. À Cannes, en plus, j'étais dans des fêtes, des choses comme ça, de donner un prix. Un prix qu'on a donné à Almodovar, je crois, que j'étais avec d'autres comédiennes. Si. Donc, je ne suis pas très, très faite.
Non. Je ne suis pas que ça me dit un envie, non. Et plus âgée que je suis, moins fête. Voilà. En revanche, le public est à la fête avec un spectacle dont on va parler dans quelques instants, avec une autre date, le 11 janvier 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Carmen Mora. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Carmen Mora. Une date, 11 janvier 2022. Première à Paris au Théâtre Hébertot de l'Hirondelle, une pièce que vous jouez avec Grégory Baquet, une pièce mise en scène par Anne Bouvier. Et là encore, c'est une histoire incroyable. C'est vous qui avez voulu et c'est un défi aussi. Si, c'est la première fois que je me mets dans un défi comme ça. Et vraiment, je me suis répandue quand j'ai commencé à préparer. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ces choses-là, Carmen? Tu es folle, tu es tellement bien. Ça. Mais j'ai eu ça parce que cette pièce a eu un tel effet à Madrid. Il y a eu tellement d'histoires, tellement de gens qui nous ont remerciés, tellement d'histoires qui se sont arrangées. Je sais pas, j'ai pensé, ça serait bien de mener ça à Paris en français. Mais je n'ai pas pensé jusqu'à quel point ça allait être terrible. Parce que je dis aussi, je veux que tout soit français. Metteur en scène, comédien, décor, que tout. Parce que les Français sont comme ça et il faut déjà une espagnole et un auteur espagnol, ça suffit. Voilà. Il faut que le reste soit français. Mais ça, imagine avoir fait une pièce tellement de temps, avec un décor, l'eau dans un endroit, et après que tout change en 24 heures. Et c'était terrible. Et en plus qu'au premier moment, je parle français, mais je n'étais pas préparée pour un texte tellement long. Et heureusement que j'ai eu les cadeaux qu'on m'a fait le producteur, Pascal Héritier, que je le connaissais quand j'ai travaillé avec Circa 2. Oui. Il m'a fait un cadeau merveilleux parce qu'il m'a choisi une metteur en scène, que c'est Anne Bouvier, et un comédien, que c'est Grégory. Ils sont deux cadeaux. Alors, il faut savoir qu'au départ, cette pièce est une pièce de Guillaume Cula que vous avez jouée parce que vous n'avez pas beaucoup joué au théâtre en Espagne. Comment c'est arrivé au départ? En Espagne, toute ma première époque, c'était du théâtre, cabaret et comédie. Et après, j'ai commencé à faire du cinéma et le théâtre, c'est plutôt fini. Et ça fait 10 ans à peu près, je fais une pièce au Théâtre National. Et après 4 ans de ne pas faire théâtre, j'ai trouvé cette pièce et je l'ai fait. Et il est venu le Covid et tout ça, aussi que la pièce a duré beaucoup parce qu'on l'a fait pendant le Covid, après on a coupé, après une tournée, tout ça, total. Et c'est là que j'ai décidé de venir à Paris. Je crois que la pièce a eu 120 représentations en Espagne, ce qui est beaucoup en Espagne. Oui, et surtout parce qu'on a pris le Covid. Oui. Et après, on fait une tournée aussi. Alors, cette pièce, c'est l'histoire d'une rencontre entre une femme professeure de musique et un jeune homme qui vient, soi-disant, pour apprendre à chanter. Si, on ne peut pas raconter l'histoire. Non, mais c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et les garçons qui viennent, c'est le merveilleux Grégory, que j'adore. Et on joue... Je crois que c'est la première fois que je me sens si libre sur scène. Pourquoi? Je sais pas, ça, je crois que c'est la metteur en scène. Elle m'a dit... Tranquille, on va tout changer, parce qu'elle n'avait pas vu la pièce en Espagne. Et donc, elle a fait un truc complètement différent. Et moi, j'ai un rôle très différent. Il me disait tout le temps, vas-y Carmen, n'ayez pas peur, vas-y Carmen, vas-y Carmen. Et je suis plus moi que jamais. Voilà, parce que justement, vous êtes passé à un autre personnage. Mais comment on peut changer comme ça, parce qu'on se souvient de la pièce en espagnol? Déjà, on change beaucoup avec une autre langue, parce que le français, c'est une langue... avec beaucoup plus de mots, par exemple. Une chose que je disais en espagnol en 3 mots, ici, j'ai besoin de 6 mots. Alors, ça change. Ça commence pour changer à ça. La metteur en scène me demandait des trucs qu'on ne me laissait pas faire là-bas. Là-bas, c'était beaucoup plus rigoureux, sobre, sérieux, avec un problème plus pâle. Là, ici, pendant les premières minutes de la pièce, on me laisse faire rire et tout. Et je peux poser les blagues. Oui. Et là-bas, on ne pouvait pas. J'étais au piano et j'ai regardé au public, je disais, parce qu'il chante mal. Et il me dit, le metteur en scène, non, tu ne fais pas ça. C'était en catalan, on a vu la chose plus sérieuse. Et ici, on me disait, non, Carmen, le public français, c'est différent. Il faut que tu ailles, ils vont ça et tal. Ne te préoccupe pas. Et la metteur en scène, elle a été formidable. Elle m'a donné une confiance en moi. Et à ce moment, je dois dire que je crois que c'est la fois où je me sens plus à l'aise sur scène. J'ai aimé toujours,
Mais là, je me sens tellement libre. Et ça me fait rire parce que les Espagnols, ils me disent, tu es plus toi que jamais. Voilà. Oui, car dans la pièce, sans improviser, vous rajoutez des choses en toute liberté. Et en plus, c'est moi qui a fait la version de mon personnage. O sea, j'ai pu simplifier un peu le langage, j'ai pu l'approcher un peu à moi, j'ai raccourci un peu selon quel truc. Non, ça me fait rire parce que les Espagnols rient beaucoup parce qu'on m'a vu. L'auteur, quand il a été là, j'avais peur parce que j'ai dit, comme il va voir les blagues que j'ai faites, tout ça, avec plus d'ironie et tout ça. Et il était ravi, il était content. Non, non, c'est très bien cette version, Carmen. C'est toi-même sur scène. Et je dis, ok, allez, ok. Mais remarquez, c'est ce que faisait Jacqueline Maillan. Barry et Grédy lui donnaient des pièces à jouer. Il venait aux répétitions. Elle avait rajouté 3-4 scènes en toute liberté parce qu'elle sentait que le public devait faire ça ou pas. Et ça marchait. Ça fonctionnait. Oui. Alors, Greg, vous êtes au piano d'abord. Vous jouez du piano? Non, je ne joue pas du piano. Mais par exemple, là, on croit moins parce que le piano est plus petit. Oui. Et un peu faux. À Madrid, on avait un piano pour de vrai, avec cette église, tout ça. Tout le monde pensait que je jouais le piano. Parce qu'en plus, je suis allée dans un programme à la télé qui a fait des blagues et tout ça. Et on a fait la blague que je jouais et on a changé les mains. Oui. Et toute l'Espagne a cru que je jouais le piano. Et un jour, avec beaucoup de monde, on m'a appelé pour faire un truc avec beaucoup de gens. Et j'ai dit, je vais vous dire un secret. Je ne joue pas le piano. Et tout le monde, oh. Mais c'était amusant. Alors, Grégory Baquet, donc, il vient pour chanter. Vous dites qu'il ne sera jamais chanteur. C'est ce que Piaf a dit à Gilbert Bécaud lorsqu'elle l'a entendu chanter. Elle a dit, toi, tu ne chanteras jamais. T'es nul, tu n'as pas une bonne voix. Oui. En revanche, Grégory Baquet, là, c'est faux. Il chante très, très bien. Il chante très bien. Il fait un effort pour chanter mal. Oui. Mais il ne m'a pas chanté encore. Je lui dis, chantez-moi quelque chose. Non, non, je l'ai écouté dans les extraits de ces comédies musicales. Mais je sais qu'elles sont très bien et il joue le piano. Oui, et il vient d'une famille de musiciens. Il y a Anne Baquet, sa sœur. Et je ne sais pas si vous connaissez Maurice Baquet, qui était son père. Non, son père, il m'a beaucoup parlé de lui. Et son père a joué du violoncelle n'importe où à la montagne. Il avait un rôle d'un personnage qui s'appelait le professeur Dorchi-Schtroumpf. Il était deux sur une chaise avec le violoncelle. Il tombait, il rattrapait. C'était extraordinaire. On a un extrait d'ailleurs. Il faisait un numéro de violoncelle avec toujours la même musique et ça faisait rire. Et Grégory a hérité de ce père qui était génial, qui a été un grand comédien. Non, Grégory m'a parlé de son père. Il l'admire beaucoup. Voilà. Il l'a beaucoup aimé. Et c'était un comédien formidable qui faisait ce numéro dans le monde entier. Ce professeur Dorchi-Schtroumpf, dans tous les pays, on lui demandait de jouer du violoncelle. Alors, c'est quand même une histoire, sans dévoiler l'histoire, Carmen Maura, c'est une histoire d'amour, de deuil, de culpabilité et de résilience. Oui. Oui, et ça finit bien. Voilà. Et c'est courte. Voilà, c'est 1h20. Voilà. Ça dure 1h20. Mais faire une histoire d'amour, de révélation et de deuil, c'est quand même, il y a le rire et il y a l'émotion, c'est ce que vous aimez. Oui, moi, je dois reconnaître que quand ça finit la pièce, j'ai toujours envie de pleurer. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te souvient de tes trucs. Moi, j'ai été aussi mère et je n'ai pas été une mère parfaite. Entonces, c'est vrai qu'à la fin de la pièce, je suis un peu... Pero bueno, ça va. Mais justement, il y a un secret, on ne va pas dire lequel, autour de vous et d'un enfant, que les spectateurs découvriront. Et c'est vrai qu'à la fin, le public est en larmes presque. Oui, mais surtout qu'à la fin, le public comprend mon rôle. Parce que, avec les choses que je dis parfois dans la pièce, on peut me détester. Mais un monsieur du public, on m'a dit, même avec tout ce que vous dites, je n'ai pas arrivé à vous détester. Non, j'essaye qu'elle soit compréhensible. Et además, je crois qu'il n'y a pas l'histoire des mauvaises mères, bonnes mères, medium mères. Non, être mère, c'est très compliqué. Et chacune peut prendre ça à sa façon. C'est parce qu'on a l'idée d'une bonne mère, c'est la mère qui est tout le temps au-dessus des enfants. Non, c'est très compliqué être mère. Et il y en a des femmes qui sont nées pour ça. Oui. Il y en a des femmes qui ne sont pas nées pour ça. Et il y a des femmes qui ont un truc de mère très fort. Il y a d'autres qui ne sont pas
les trucs maternels de la même façon. Et c'est pas un péché, ne pas les sentir comme ça. Non, et d'ailleurs, ceux qui verront le spectacle pourront juger de ce qui se passe sur scène et dans la vie. Alors, le mot résilience, parce qu'on parle de résilience dans cette pièce, je ne sais pas si vous savez, c'est un mot récent, c'est-à-dire que c'est Oui. un processus qui implique une personne confrontée à l'adversité développe une nouvelle interprétation de ce qu'elle vit ou a vécu. Et les chercheurs continuent à travailler sur la résilience. C'est un phénomène nouveau. Oui, c'est bizarre tous les noms nouveaux qui sortent tous les Oui. années. Ça vous La permet première de... fois que j'ai dû dire ça dans un film, j'ai dû aller au dictionnaire parce que je ne je ne connaissais pas très bien. Je crois que c'est dans mes derniers films que j'ai dit résilience. Oui. Et alors, le théâtre, il y a quand même 30 ans que vous n'étiez pas venu faire du théâtre à Paris, en France. Oui. Pourquoi? Le théâtre, c'est parce que j'aime le travail te marque. J'aime beaucoup le cinéma et on m'appelle beaucoup. En plus, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu à cet âge, je n'avais pas de travail ou avec 50 ou avec 60. Non, j'ai toujours du travail parce que je peux faire beaucoup de choses différentes. J'ai fait des assassins, des malades mentales, des merveilleuses, des femmes de ménage. Les femmes de ménage, j'adore. Ah bon? Oui, parce que je suis très confortable. La femme de ménage ne va pas chez le coiffeur, la femme de ménage n'est pas tout le temps pressée. Et j'ai fait des femmes de ménage en France. Je dis tout le temps en Espagne, j'adore parce qu'on m'a mis beaucoup des fois à l'établi. Oui. Et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup être à l'aise. Voilà. Parce qu'il y a des rôles, par exemple, le dernier rôle que j'ai fait, que c'est un film très beau qui va arriver ici, qui s'appelle Rainbow, qui s'est inspiré en les magiciens d'Oz. Oui. Et je fais la sorcière principale, très mauvaise, mais c'est habillé d'aujourd'hui, c'est moderne, c'est toute la modernité dans le film. Et je suis mauvaise, c'est comme tu ne peux pas imaginer. Mais très belle, avec blonde comme ça, avec ma chevelure blonde, toute maquillée, avec des robes incroyables, et très mauvaise. Mais c'est un complexe de culpabilité, parce que les mauvaises, elles sont amusantes à jouer quand elles n'ont pas du complexe de culpabilité, parce que sinon elles sont tristes. Et je n'aime pas être triste. Non, vous ne l'êtes jamais dans la vie. Le magicien d'Oz, au départ, bon, quand le producteur a entendu la chanson Over the Rainbow, il n'en a pas voulu. Il a dit ça ne marchera jamais. Et c'était une chanson qui a remporté un Oscar. Et le oui. réalisateur a insisté pour que cette chanson soit dans le film. Il voulait pas les. Il voulait pas. Oh là 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 là, oh là là. Alors, vous n'aimez pas les hommages, mais en même temps, il y a un jour un hommage qu'on vous a fait, une soirée, Cinespana, où on vous a rendu hommage avec des gens qui vous ovationnaient et ça vous a touché. Alors, j'ai pleuré. Il y a eu un truc que j'ai pleuré. C'est ça. Une fois, en Espagne, Oui. à Séville. Oui. Ça a été. Parce que c'était un truc de le prix Europe que Oui. on m'avait déjà donné deux. On m'a donné le prix Europe d'honneur, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Et ça a été très long, la cérémonie. Et surtout, c'était avec les gens de Séville qui ne connaissaient pas la moitié des gens qui apparaissaient. Ouais. La moitié des gens, ils parlaient en anglais qu'on ne comprenait pas. C'était très long. Alors, quand c'est arrivé mon truc, le metteur en scène qui était... je sais pas, c'était un très important. Bon, c'était là. Il a commencé à dire des choses très belles de moi, que j'étais la reine de l'Europe. Après, ils ont sorti Rosy de Palma et un comédien qui m'ont chanté « Resistiré ». Et j'étais très émue. Alors, j'ai commencé à parler en anglais, en français, en espagnol, en faisant... Et comme c'était la première personne que tous les Sevillanos connaissaient, bon, ça a été très émouvant. Et dans un moment donné, je me suis mis à pleurer. Mais je crois que j'étais très fatiguée. Et les gens, ils ont ri. Parce que j'ai parlé en espagnol, je mélangeais avec l'anglais. Je l'avais mémorisé en anglais. Mais après, ça m'est sorti le français. Et quand j'étais... pour faire la promotion aux États-Unis, ce que je faisais, c'était le faire dans les 3 langues. En espagnol, c'était plus long. En français, un peu moins long. Et en anglais, très court. Voilà. Mais les gens riaient beaucoup. En tout cas, on rit et on est ému au Théâtre Hébertot. Au départ, c'est 60 représentations, à mon avis. Vu le succès actuel, vous irez plus loin, non? Je ne sais pas. Ça dépend de mon corps. Je vais voir comment ça résiste. Parce que pour moi, le théâtre, c'est pas... Parce que même ici, c'est à 9h du soir. Oui. Je ne fais rien pendant toute la journée parce que tu as peur de que tu vas manger avec des amis et ça va te tomber mal, ou tu vas aller faire des courses. Je sais pas, je suis à la maison en train d'attendre comme ça
à la pièce. Et le public C'est- attend et se rend donc voir l'Hirondelle au Théâtre Hébertot avec vous, Grégory Baquet, mis en scène par Anne Bouvier. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent d'y aller parce qu'ils passeront un moment de joie et d'émotion. Ah oui, j'aimerais remplir la salle comme je faisais à Madrid. Et ça va se passer comme ça, j'en suis sûr. Merci Carmen Maura, continuez comme ça le plus longtemps possible. Merci à vous, que c'est très agréable de parler avec vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.